Ce matin, j'ai signé leur arrêt de mort. Pas avec un revolver, avec un tableau Excel de 87 lignes. Grégoire m'avait dit un jour, en lissant la manche de sa chemise sur mesure, « Roxane, les chiffres, c'est ton truc. La stratégie, c'est le nôtre. » Il avait tort. J'ai trouvé ce qu'il m'avait demandé de chercher, sauf qu'il ne savait pas que ça les concernait. Tout a commencé il y a 6 mois, dans un palace niçois transformé en open space. Si toi aussi tu penses que ces héritiers en costume n'ont eu que ce qu'ils méritaient, écris en commentaire « Elle a bien fait », mets un like et abonne-toi à la chaîne. Et maintenant écoute bien, parce que c'est mon histoire, du début à la fin. Je m'appelle Roxane, 9 ans d'audit interne dans un groupe média en pleine explosion, Castellane Communication. 50 salariés quand je suis arrivé, 320 quand tout a basculé. Je sais lire entre les lignes d'un contrat, repérer une facture gonflée en 3 secondes et retracer un flux financier à travers 12 sociétés écrans. On m'avait embauché pour ça, pour débusquer les fraudes, nettoyer les comptes, rassurer les investisseurs. Ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que les fraudes venaient d'en haut. Castellane, c'était l'histoire d'un homme, Philippe Castellane, publicitaire génial des années 90, qui avait bâti un petit empire entre Nice et Paris. Agence de pub, régie média, studio de production. Quand le Covid a frappé, Philippe a eu un AVC. Ses fils ont pris les rênes. Grégoire, l'aîné, 34 ans, diplôme de commerce acheté à prix d'or dans une business school de second rang. Tanguy, le cadet, 29 ans, un master en management de l'innovation dont personne n'avait jamais entendu parler. Ni l'un ni l'autre n'avait jamais signé un contrat client de sa vie. Moi, j'opérais depuis un bureau temporaire au Negresco. Oui, le Negresco, parce que le siège, avenue Jean Médecin, était en travaux, officiellement une restructuration des espaces de travail collaboratifs. En réalité, Grégoire voulait un rooftop avec vue mer pour ses pitch clients. En attendant, on bossait entre les dorures et les lustres avec des écrans Teams posés sur des consoles Louis XV. Les équipes créatives étaient en télétravail forcé, entassées dans leurs appartements, connectés 12 heures par jour sur Slack. Nous, les fonctions support, on avait droit au palace. Le contraste me donnait la nausée. Le goût du café du room service, servi dans des tasses en porcelaine fine, avait quelque chose d'obscène quand je lisais les messages des graphistes qui n'arrivaient plus à payer leur loyer. C'est en septembre que j'ai compris. L'automne niçois dorait la promenade des Anglais, les congrès d'affaires remplissaient les hôtels, et moi, je tombais sur un fichier qui n'aurait jamais dû atterrir dans ma boîte de réception. Un mardi 14h, la salle Matisse du Negresco, reconvertie en salle de réunion. Grégoire présidait un comité de direction improvisé. Il portait des baskets à 800 € et une montre qui valait le salaire annuel de notre assistante de direction. Tanguy, à côté, tapotait sur son téléphone. Il postait une story Instagram depuis le bar de l'hôtel, cocktail à la main, #hustle culture. J'avais présenté mon rapport trimestriel, 3 semaines de travail, des anomalies dans les notes de frais de la direction commerciale, des contrats fournisseurs sans mise en concurrence, des honoraires de conseil à des sociétés fantômes, du solide, du documenté. Grégoire a feuilleté le rapport sans le lire, puis il a levé les yeux vers moi et il a dit la phrase, celle qui a tout déclenché, celle que je n'oublierai jamais. Roxane, les chiffres, c'est ton truc, la stratégie, c'est le nôtre. On n'a pas besoin d'une comptable qui joue les détectives. Tanguy a ri. Un rire de cours de récréation. 2 directeurs ont baissé les yeux. La DRH, Véronique, a fixé ses ongles. Le silence qui a suivi sentait la lâcheté. J'ai senti le cuir de mes escarpins noirs se raidir contre mes chevilles, comme s'il me retenait debout par la force. Les chiffres, c'est ton truc. La phrase tournait dans ma tête. Elle avait le goût métallique du mépris. 9 ans à protéger cette entreprise, et voilà ce que je valais, une comptable, un outil qu'on range quand il dérange. Et dans ce silence, quelque chose s'est cristallisé. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus précis. Je me suis dit, non, pas cette fois. Pas comme mes parents qui ont regardé leur imprimerie couler parce que leur associé les a trahis et qu'ils étaient trop dignes pour se battre. Pas comme ma mère qui a pleuré dans la cuisine en disant « on s'en remettra ». On ne s'en remet pas, on apprend. Et moi, j'ai appris.
J'ai hoché la tête, j'ai refermé mon dossier. J'ai dit bien sûr, Grégoire, je me concentrerai sur les anomalies opérationnelles. Mes escarpins ont claqué sur le marbre en sortant. Le son était net, définitif. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, parce que oui, l'entreprise me logeait au Negresco le temps des travaux, et l'ironie de la chose ne m'échappait pas, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était 23 heures. La baie des Anges scintillait derrière la fenêtre. Je n'ai pas regardé. Le fichier que j'avais reçu par erreur 3 jours plus tôt, transféré par une assistante qui s'était trompée de destinataire, contenait les grilles salariales complètes de Castellane Communication. Tous les postes, tous les niveaux, tous les salaires. Avec l'ancienneté, les primes, les augmentations annuelles. J'ai commencé à croiser les données, poste par poste, ancienneté par ancienneté, homme par homme, femme par femme. À 1 heure du matin, j'avais mon premier tableau. À 3 heures, j'avais la confirmation. Les femmes de Castellane gagnaient en moyenne 40% de moins que les hommes à postes, compétences et ancienneté égaux. 40%. Pas un écart marginal, un gouffre systémique. Une directrice de clientèle avec 12 ans d'expérience gagnait moins qu'un chef de projet junior arrivé 6 mois plus tôt. Une rédactrice en chef qui avait remporté 3 lions à Cannes touchait le même salaire qu'un assistant de production. Et les augmentations ? Les hommes en avaient reçu en moyenne 3 en 5 ans, les femmes 0,8. Le goût du café froid que j'avalais tasse après tasse avait la saveur exacte de ce que je ressentais, amer, concentré, sans sucre. J'ai regardé mon reflet dans l'écran éteint de mon téléphone, des cernes violacées, les mains légèrement tremblantes, l'insomnie avait commencé. Mais les métadonnées des fichiers RH racontaient une histoire encore plus accablante. Les grilles salariales avaient été modifiées 6 fois en 2 ans. L'auteur des modifications, J. Castellane. La date de la dernière modification, 3 jours avant mon audit trimestriel. Grégoire avait personnellement ajusté les chiffres pour masquer les écarts. Il savait. J'ai passé les semaines suivantes à construire mon dossier, méthodiquement, comme mon père m'avait appris à construire un business plan, brique par brique, chiffre par chiffre, sans rien laisser au hasard. Je me souviens d'une phrase qu'il m'avait dite quand j'avais 16 ans et que l'imprimerie familiale croulait sous les dettes. On était dans le garage, il triait des factures, et il m'a regardé avec ses yeux fatigués. « Roxane, les gens puissants ne craignent pas la force, ils craignent la précision. Un chiffre juste au bon moment vaut plus que 1000 cris. » J'avais 16 ans, je n'avais pas compris. Maintenant, dans cette chambre d'hôtel qui sentait le linge amidonné et le bois ciré, je comprenais parfaitement. J'ai contacté maître Sylviane Fouquet, avocate en droit du travail, spécialiste des discriminations salariales. 62 ans, cheveux gris coupés courts, regard de rapace. Elle parlait peu, écoutait tout, et ne souriait que quand elle avait trouvé la faille. Je l'ai rencontrée dans un café de la vieille ville, rue de la préfecture. Elle a parcouru mes tableaux en silence pendant 20 minutes, puis elle a levé les yeux. C'est du béton, mais il me faut les originaux, pas des copies. Les fichiers avec leurs métadonnées intactes. Le problème, c'est que je n'avais plus accès. Le lendemain de la réunion où Grégoire m'avait humilié, mes droits d'accès au serveur RH avaient été révoqués. Discrètement, sans notification. J'avais vérifié sur Teams, mon profil avait été rétrogradé de auditrice, accès complet, à auditrice, périmètre opérationnel. Quelqu'un avait compris que j'avais vu ce que je n'aurais pas dû voir. C'est là qu'est intervenu Bernard Mouret. Comptable de Castellane depuis la fondation, 63 ans, costume gris permanent, cravate à rayures, une voix douce qui ne montait jamais. Il m'a envoyé un message sur Signal, pas sur Slack, pas par email, Signal. Roxane, j'ai entendu ce qui s'est passé en comité. Je prends ma retraite dans 4 mois. J'ai des choses à te montrer. On s'est retrouvés un dimanche matin sur la promenade des Anglais. Il faisait encore doux, cet automne niçois qui refuse de mourir. Bernard marchait lentement, les mains derrière le dos. Il portait ses chaussures de ville, même le week-end. Il m'a tendu une clé USB. 10 ans, Roxane, 10 ans que je fais des copies. Les vrais bilans, les vraies grilles, les vrais contrats. Avant que Grégoire et Tanguy ne les retouchent. Je savais que ce jour viendrait.
Sa voix n'a pas tremblé, ses yeux étaient clairs, presque soulagés. J'ai senti le sel de la mer dans l'air, mêlé à l'odeur de son eau de Cologne démodée. J'ai serré la clé USB dans ma paume. Elle était tiède. Pourquoi maintenant, Bernard? Parce que j'ai vu Philippe construire cette entreprise avec ses mains, et je refuse de regarder ses fils la vider comme un distributeur automatique. Le sandwich triangle que j'ai avalé ce midi-là, assise seule sur un banc face à la mer, avait un goût de commencement. Mon plan était simple. Saisir les prud'hommes avec un dossier médico-légal complet, les grilles originales de Bernard, mes analyses comparatives, les métadonnées prouvant les falsifications de Grégoire, et déposer simultanément un signalement à l'inspection du travail. L'affaire deviendrait publique, les médias s'en empareraient, et Castellane serait contraint de régulariser. C'est à ce moment que tout a failli s'effondrer. Nathalie Versini, directrice de la communication de Castellane, 45 ans, mon alliée depuis le premier jour. C'est elle qui m'avait accidentellement transféré le fichier des grilles salariales. C'est elle qui m'avait prévenu quand mes accès avaient été révoqués. C'est elle qui m'avait mis en contact avec Bernard. J'ai découvert, en épluchant les métadonnées d'un échange d'emails que Bernard m'avait fourni, que Nathalie avait un contrat de consulting parallèle avec une holding luxembourgeoise. Le propriétaire de cette holding, Tanguy Castellane. Nathalie était payée 15 000 € par mois pour conseil en communication de crise. Elle travaillait pour eux. Le sol s'est dérobé. J'étais dans ma chambre d'hôtel, il était 2 heures du matin, mes escarpins noirs posés au pied du lit comme 2 sentinelles muettes, et je fixais l'écran en essayant de comprendre. Si Nathalie était une taupe, alors tout ce qu'elle m'avait donné était compromis. Le fichier des grilles, le contact de Bernard, chaque information, tout pouvait être un piège invisible tendu depuis le début. J'ai relu la chronologie. Ma promotion au poste d'auditrice senior, 3 ans plus tôt, c'est Nathalie qui l'avait suggéré à Grégoire. Mon accès élargi au fichier RH, c'est Nathalie qui avait fait signer l'autorisation. Chaque étape de ma montée en puissance avait été orchestrée. On m'avait positionné exactement là où on voulait que je sois. Mais pourquoi? J'ai appelé Nathalie, directement, à 2 heures du matin. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Pas de surprise dans sa voix, comme si elle attendait cet appel. Tu as trouvé le contrat luxembourgeois? Ce n'était pas une question. Oui. Silence. J'entendais la mer au loin, par sa fenêtre ouverte à elle aussi. Roxane, écoute-moi. Tanguy m'a recruté il y a 2 ans pour surveiller les signaux faibles internes, identifier les salariés qui pourraient poser problème. Toi, tu étais sur la liste, mais ce que j'ai trouvé en te surveillant, c'est que tu avais raison. Sur tout. Les écarts salariaux, les factures gonflées, les sociétés écrans. J'ai continué à les renseigner. Et j'ai commencé à te renseigner toi. Double jeu. Appelle ça comme tu veux. Le fichier que je t'ai envoyé était authentique. Bernard est sincère. Et mon contrat luxembourgeois, je l'ai gardé précisément pour qu'il serve de preuve. Tanguy a signé un document qui prouve qu'il payait quelqu'un pour espionner ses propres employés. J'ai fermé les yeux. Le goût acide du café réchauffé 3 fois me brûlait la gorge. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance. Mais les métadonnées du contrat étaient irréfutables, et elles chargeaient Tanguy, pas moi. Une semaine avant le dépôt au prud'homme, j'ai reçu une lettre recommandée. Cabinet Barthélemy, Morand et Associés, le plus prestigieux cabinet d'avocats d'affaires de la Côte d'Azur. Mise en demeure pour violation de la clause de confidentialité et soustraction frauduleuse de documents appartenant à l'entreprise. Il réclamait la restitution immédiate de tous les fichiers en ma possession et menaçait de poursuites pénales. L'associé principal qui signait la lettre s'appelait Maître Julien Morand, et je le connaissais. Très bien même. On avait fait nos études ensemble à Aix, en master d'audit et contrôle de gestion. Julien, brillant, charmant, opportuniste. On avait partagé des notes de cours et des cafés au cours Mirabeau. Il m'avait même écrit une lettre de recommandation pour mon premier poste. J'ai pris mes escarpins noirs, ceux qui claquent, ceux qui donnent la posture, et je suis allé le voir. Son cabinet occupait un étage entier d'un immeuble haussmannien, boulevard Victor Hugo, à Nice. Moulure au plafond, parquet en point de Hongrie, secrétaire en tailleur. Julien m'a reçu dans son bureau, vue sur la mer. Il avait pris du poids, perdu des cheveux, gagné en assurance.
Son sourire était celui d'un homme habitué à gagner. « Roxane, ça fait longtemps. » « Julien, tu sais que cette mise en demeure ne tient pas. Je n'ai soustrait aucun document. J'ai reçu un fichier par erreur dans l'exercice de mes fonctions et un ancien employé m'a volontairement confié des copies. Aucune violation de clause. » Son sourire s'est figé une demi-seconde. Il ne s'attendait pas à ce que j'ai déjà une avocate. Il ne s'attendait pas à ce que je connaisse la jurisprudence. Mes clients souhaitent régler ça à l'amiable, Roxane, une transaction. 1 an de salaire, une clause de non-divulgation, et on oublie tout. Tes clients souhaitent m'acheter mon silence, Julien. La différence est importante. Et tu sais que j'ai grandi dans une famille où on ne vendait pas sa parole. Il a reposé son stylo Montblanc. Le clic a résonné dans le silence. J'ai vu dans ses yeux le calcul. Il mesurait le risque. Puis quelque chose d'autre. Du respect peut-être. Ou de la peur. Je vais transmettre ta position à mes clients. Transmets-leur aussi ceci. J'ai posé sur son bureau une copie du contrat luxembourgeois de Nathalie. Ton client Tanguy Castellane paye des gens pour espionner ses salariés. C'est du pénal, Julien. Et je doute que le cabinet Barthélemy, Morand et Associés veuille être associé à ça dans les pages des Échos. Je suis sorti, mes escarpins sur le parquet, net, définitif, encore. Le plan original a échoué 10 jours plus tard. Le greffe des prud'hommes de Nice a rejeté mon dossier pour un vice de procédure. Un détail technique, le formulaire de saisine n'avait pas été déposé dans le bon ressort territorial, puisque mon contrat de travail stipulait une clause attributive de juridiction à Paris. Maître Fouquet était furieuse. Moi, j'étais dévasté. 3 mois de travail, des nuits blanches, mon corps qui lâchait, je ne dormais plus que par tranches de 2 heures, mes mains tremblaient en permanence, j'avais perdu 6 kilos. Et un vice de forme avait tout annulé. Mais le rejet a été rendu public. Dans un système judiciaire numérisé post-Covid, les décisions de recevabilité sont accessibles en ligne. Un journaliste de Mediapart, spécialisé dans les affaires de discrimination en entreprise, a repéré le dossier. Il s'appelait Thomas Garnier. Il m'a contacté le lendemain. Et c'est là que tout a basculé. Parce que Thomas enquêtait déjà sur Castellane Communication. Pas sur les écarts salariaux, sur autre chose, un rachat hostile. Un fonds d'investissement émirati négociait secrètement l'acquisition de Castellane depuis 6 mois. Et Grégoire et Tanguy étaient au courant. Ils préparaient la vente. Les restructurations, les travaux du siège, le bureau au Negresco, tout ça n'était pas du luxe gratuit. C'était une vitrine. Ils gonflaient la valorisation pour vendre plus cher. Et les écarts salariaux, ils comprimaient la masse salariale des femmes pour améliorer les marges opérationnelles avant la due diligence. Mon éviction n'était pas personnelle. J'étais une pièce sur un échiquier que je ne voyais pas. L'auditrice interne qui posait trop de questions, c'était le seul obstacle entre eux et une vente à 80 millions d'euros. L'article de Thomas est sorti un lundi matin. Mediapart en une. Castellane Communication, discrimination salariale systémique et rachat hostile sur fond de fonds émirati. Mes données, les fichiers de Bernard, le contrat luxembourgeois de Nathalie, les métadonnées de Grégoire, tout. Le mardi, l'inspection du travail a ouvert une enquête. Le mercredi, le fonds émirati a gelé les négociations. Le jeudi, le cours de l'action de la holding Castellane a perdu 32%. Le vendredi, j'ai reçu un appel de Grégoire. Sa voix avait changé, l'arrogance avait fondu. Il restait un garçon de 34 ans qui n'avait jamais travaillé de sa vie et qui, face à une vraie crise, faisait exactement ce que j'avais prédit. Il a appelé papa. Philippe Castellane, depuis sa maison de convalescence de Mougins, a convoqué un conseil d'administration extraordinaire. Par visioconférence, ironie suprême pour un homme qui avait toujours détesté les écrans. J'ai été invité à témoigner, maître Fouquet à mes côtés, mes escarpins noirs aux pieds, ma clé USB dans la poche. La salle de réunion du Negresco, la Matisse, était pleine. Grégoire au bout de la table, blanc comme le marbre sous ses pieds. Tanguy, pour la première fois, sans téléphone. Véronique, la DRH, les mains croisées si fort que ses jointures étaient blanches. Bernard, dans son costume gris, droit comme un piquet, la conscience tranquille. J'ai parlé pendant 40 minutes, sans élever la voix,
cliniquement. J'ai projeté les grilles originales et les grilles falsifiées, côte à côte. J'ai montré les métadonnées. Auteur, G. Castellane, date de modification 14 septembre 2025, 23h47. J'ai détaillé les écarts, poste par poste. J'ai lu les noms des femmes concernées. 23 noms. 23 carrières freinées. Grégoire a tenté une défense. Ces chiffres sont sortis de leur contexte. Les écarts s'expliquent par les compétences individuelles. Les compétences individuelles, Grégoire ? J'ai cliqué sur un fichier. Claire Dumont, directrice de clientèle. 12 ans d'ancienneté, 3 Lions à Cannes. Salaire brut annuel, 52 000 euros. Antoine Verdier, chef de projet, 6 mois d'ancienneté, aucun prix. Salaire brut annuel, 71 000 euros. Explique-moi les compétences individuelles. Le silence dans la salle avait une texture, épais, suffocant. On entendait le ventilateur du vidéoprojecteur et quelque part dans les couloirs du Negresco, le tintement d'un chariot de room service. Tanguy a ouvert la bouche. On peut négocier. Philippe Castellane, depuis son écran, l'a coupé d'une voix rauque mais ferme. Tais-toi, Tanguy. Puis tourné vers moi. Madame, qu'est-ce que vous voulez ? La régularisation immédiate de tous les écarts salariaux, le remboursement des différentiels sur 5 ans et la démission de vos fils de toute fonction opérationnelle. Les escarpins de Grégoire, des mocassins italiens à 1 200 €, n'ont fait aucun bruit quand il s'est levé et qu'il est sorti de la salle. Tanguy l'a suivi 30 secondes plus tard, les yeux rouges, le téléphone déjà collé à l'oreille. Sans doute un autre appel à papa. Mais papa, cette fois, avait choisi l'autre camp. La cascade a été rapide. Grégoire et Tanguy ont été démis de leurs fonctions de direction. L'inspection du travail a confirmé la discrimination systémique, une amende de 350 000 €. Le fonds émirati a définitivement retiré son offre. 23 femmes ont reçu des rattrapages salariaux rétroactifs pour un montant total de 1,2 million d'euros. Le cabinet Barthélemy Morand et Associés a discrètement mis fin à sa collaboration avec Castellane. Julien Morand ne m'a jamais rappelé, mais j'ai appris par une connaissance commune qu'il avait qualifié mon dossier d'impeccable. Venant de lui, c'était presque un compliment. Nathalie Versini a démissionné le jour de la publication de l'article. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Double jeu ou rédemption, je n'ai jamais tranché. Mais son contrat luxembourgeois a été la pièce maîtresse du dossier pénal contre Tanguy. L'aide était réelle, les motivations resteront son affaire. 3 mois ont passé. Je ne suis pas retourné chez Castellane. Philippe m'a proposé le poste de directrice de l'audit avec carte blanche. J'ai refusé. Pas par orgueil, par nécessité. J'ai ouvert mon propre cabinet de conseil en audit et conformité. Depuis un bureau sans dorure, rue Giuffredo à Nice, avec vue sur un mur d'immeuble et une machine à café qui fait un bruit de tracteur. Le café a un goût de liberté. Mon premier geste a été d'embaucher Claire Dumont, la directrice de clientèle aux 3 Lions de Cannes. Elle valait 3 fois ce que Castellane lui payait. Maintenant, elle le sait. Les chiffres, c'est ton truc. La stratégie, c'est le nôtre. Grégoire avait raison sur un point. Les chiffres, c'est mon truc. Et les chiffres ne mentent pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La semaine dernière, un colis est arrivé à mon bureau. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une clé USB et un mot tapé à la machine. Castellane n'est pas le seul. Regardez le groupe Delvaux. Même méthode, même holding, même fonds. 14 entreprises. J'ai branché la clé. Des fichiers, des grilles, des métadonnées. Le même schéma, reproduit à l'échelle industrielle. Un système entier. Ce soir, je suis rentré chez moi. J'ai posé mes escarpins noirs à leur place, près de la porte, prêts pour demain, et j'ai ouvert une bouteille de rouge, un Bellet du domaine de la Source, celui qu'on boit seul quand on sait que le travail ne fait que commencer. Le vin avait le goût des collines de l'arrière-pays niçois, âpre et patient. Je ne dors toujours pas. Les cernes sont là, les mains tremblent encore parfois le matin. Le prix est réel, mais chaque nuit blanche est un investissement. Chaque fichier ouvert est un pas de plus. Ils m'ont demandé de chercher les fraudes, je les ai trouvées. Et maintenant, je sais où chercher les suivantes.